Bonjour à tous, à toutes. On recommence la série, enfin on recommence l'analyse des cartes avec la série des épines, des épées donc. On commence avec l'As qui est le solstice d'hiver dans le tarot de la fleur de fougère. Comme j'ai déjà parlé aussi, comme j'ai déjà expliqué ça pour les autres As, on a juste décidé de reprendre l'icône de la suite qui avait été dessinée au tout début par Vasilissa et je lui avais demandé de la refaire en grand à l'aquarelle et voilà, c'est le même principe que pour les autres, l'icône de sa suite en grand qui flotte sur la carte avec les petites montagnes derrière qui sont reprises ici et elle a même ajouté sur la racine là autour quelques petites plantes qui pendouillent comme sur la carte du Rider-Waite. À la base, j'avais décidé que le solstice d'hiver, c'était une autre carte. Je l'avais mis pour l'As de coupe, et je crois que j'avais déjà dit qu'une carte avait été dessinée, c'était une autre carte, le solstice d'hiver. C'était une petite scène d'intérieur avec des gens qui faisaient la fête et ouais, un repas servi et tout, mais les plans avaient changé. J'ai regardé si j'arrivais à retrouver l'image de cette carte et malheureusement je l'ai pas retrouvée sur mon ordinateur, donc il faudra juste l'imaginer. Au niveau des livres, enfin oui, au niveau des livres que j'ai par rapport au solstice d'hiver, alors il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Là, j'ai juste sélectionné quelques passages pour donner une idée de certaines choses qui pourraient être liées à cette carte. Ça concerne surtout Noël en fait, et c'est des choses que j'ai tirées de ce livre-là, comme je vous l'ai déjà montré, le livre de Aurélie Reser-Elzingre, qui a écrit sa thèse sur la transmission du patrimoine linguistique et culturel, et il y a une pété de trucs sur le folklore dedans. Donc, ici, on dit, le titre en français est pas en patois, ouais, le conte de la nuit de Noël. On dit que la nuit de Noël, les animaux se mettent à parler. On dit aussi que si quelqu'un tente d'aller les écouter, il tombera mort. Une de ces fameuses nuits, un valet de ferme tente quand même l'aventure. Il se faufile derrière le volet du râtelier et entend alors les bêtes parler de la ferme, se plaindre de leur traitement, présager de l'avenir du propriétaire et de sa famille. Le lendemain matin, le domestique est bel et bien retrouvé mort. Au printemps suivant, rien ne va à la ferme. Les bêtes se rebiffent, les cochons ne veulent pas qu'on les tue, les poules et les chèvres ne veulent pas qu'on leur prenne leurs petits, et les chevaux ruent parce que leur charge est trop lourde. Le Noël d'après, la maîtresse des lieux décide d'aller écouter les bêtes pour régler ces histoires. Le lendemain matin, elle ne s'est pas relevée. Voilà, c'est la version courte pour ne pas vous raconter vraiment le conte qui dure quelques pages quand même, surtout que j'en ai des autres à passer en revue ici. Ça, c'était par rapport justement à ces animaux qui parlent la nuit de Noël. Et voilà, mieux vaut apparemment pas essayer de les écouter. Sinon, on a la cérémonie de la bûche de Noël. Il était coutume la veille de Noël et avant la messe de minuit d'aller chercher une bûche dans le bûcher en chantant une chanson qu'on faisait brûler dans le fourneau de la cuisine, dont on recueillait ensuite les cendres et qu'on gardait toute l'année comme porte-bonheur. Voilà, ça peut être aussi une idée, et j'avais encore noté un autre passage de ce livre. Alors, page 384. Page 384. Hum, hum, hum. Euh, J'avais noté ça, mais en vrai, ça doit pas être la bonne page. Mais c'est juste qu'il y avait un endroit où on disait que la nuit de Noël était une brèche dans la limite entre les mondes des morts et les mondes des vivants. Donc aussi assez intéressant comme sujet à explorer pour cette carte-là. Et voilà, vous retrouverez énormément, énormément, énormément de choses sur le folklore lié à Noël, les légendes liées au solstice.
Je l'ai pas sorti, mais le livre que tout le monde connaît de Katie Adastra sur ces grimoires là des sabbats. Il y en a un sur Yule qui est vraiment très bien, où il y a énormément de choses. Et il y a aussi le grand livre des esprits de Noël de Richard Ely, qui, euh, qui est une mine d'infos presque sans fin, avec toutes les pistes que ça donne à explorer, qui peuvent vous donner des infos. Euh, c'est des livres où vraiment il y a un peu de tout, il y a beaucoup d'Europe, mais il y a quand même aussi, je dis surtout pour celui de Richard Ely, hein, euh, beaucoup d'Europe, mais aussi, voilà, on retrouve vraiment du monde entier, des contes du monde entier dedans. Donc, en général, on trouve tout le temps un peu quelque chose de chez nous dans ces livres. Je pense que c'est tout pour cette carte-là. Le 2 d'épines, donc 2 d'épée dans le Rider-Waite-Smith, qui est ici la Dame Blanche. C'est un parallèle assez évident pour moi, ça allait vraiment bien avec la signification de la carte et l'interprétation que j'en fais. Au niveau de la comparaison entre les deux cartes, bah, on a de l'eau en arrière-plan et surtout les bras de la dame sont croisés sur le devant, dans la même idée que les bras sont croisés ici avec les épées sur la carte du Rider-Waite. Je sais pas d'où sortent ces petites clochettes que Vassilissa a faites sur l'arbre qui sont suspendues ici. Euh, J'aime beaucoup en tout cas. Euh, En plus, je trouve que ça va bien avec la carte. Je sais pas si c'est moi ou j'ai l'impression quand même que les clochettes sont toujours liées un peu aux fantômes, soit à utiliser en protection, soit dans cette idée de guider les âmes. Je sais pas. Pour moi, ça fait totalement sens qu'elles soient là. Et et ouais, c'est vrai qu'en fait, si on pense à la fée Clochette, je ne sais pas. Je ne sais pas la fée Clochette, quel rapport elle a avec les clochettes. En anglais, c'est Tinker Bell, donc c'est aussi un truc avec une clochette. Je sais pas si les clochettes ont un lien avec, avec les... Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans les clochettes avec Tinker Bell et pourquoi c'est là, et s'il y aura un lien à faire avec tout ça. Mais bref. J'ai pas tellement de livres à vous lire par rapport à ça. Euh, il y a un peu partout des légendes de Dame Blanche liées à cette carte. Si on n'a pas de légende de Dame Blanche ou qu'on n'en connaît pas, d'autres légendes peuvent peut-être aussi faire l'affaire. On a souvent des histoires, en tout cas chez moi, enfin chez mes ancêtres plutôt en Gruyère, on a des armaillis, donc les gens qui travaillent à l'alpage. Il y a un nouveau qui arrive et c'est un peu le bizutage. On veut lui faire peur. Il y en a un qui va aller se déguiser à un endroit dans la nuit à l'orée de la forêt, et les autres vont lui dire ben voilà, cap ou pas cap d'aller là-bas, il y a un fantôme, blablabla. Et le jeune vacher, il y va et ben il tue en fait le ce qu'il croit être un fantôme et qui est en fait un des autres de ses collègues qui voulait juste lui faire une farce. Et on a pas mal de lieux comme ça qui sont hantés par justement ces ces jeunes, enfin pas ces jeunes, mais ces gens qui se sont fait tuer de cette façon-là. Mais dans tous les cas, un fantôme qui répète quelque chose en boucle lié au moment de sa mort, on en trouve assez souvent. Et sinon, il y a un livre qui vient de sortir, là, il y a 10 jours, même pas, sur les Dames Blanches. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'en reparlerai sur mon compte si je l'achète et si ouais, quand je l'aurai lu. Mais, euh, mais ça peut être aussi une source d'infos pour trouver des choses qui vont avec cette carte-là. On passe à la camomille romaine, qui est le 3 d'épée dans le tarot Rider-Waite-Smith. Euh, on aurait pu mettre beaucoup d'autres choses à sa place.
Je pense que oui, bon, beaucoup de contes, de légendes ou de choses qui reviennent dans le folklore se finissent mal quand même. Beaucoup auraient pu matcher avec cette signification de ce 3 d'épée qui est tant redouté. Mais, mais moi, ma camomille, elle m'allait bien là. J'avais très très envie de la mettre. Euh, elle colle bien en fait à une dimension un tout petit peu différente que, que, que la signification traditionnelle pour laquelle on la redoute tout le temps. Euh, J'aime beaucoup en fait l'idée de dire ça va pas être facile, ça va piquer très fort, mais prends ça, ça va t'aider. Ou alors peut-être dans l'idée aussi de guérir quelque chose avant de continuer d'un bobo à guérir euh, pour pouvoir aller plus loin. Ou alors dans le cas de choses qui arrivent qui font très mal parce que ça réactive des traumas, ce genre de choses. Euh, la camomille peut aider. On parle tout le temps de digérer, pas seulement la fonction du métabolisme du corps humain de digestion, mais juste aussi digérer quelque chose, des choses qui nous arrivent. Et ben, la camomille, elle a vraiment ces deux effets, quoi. Elle va aider à digérer autant les aliments qu'on mange, et autant les choses qui se passent dans notre vie. Donc elle allait vraiment bien là. Et au niveau de la comparaison entre les deux, ben on voit quand même un peu. J'avais demandé à Vasilissa de garder l'idée de ces trois épées là qui se rencontrent, et on a aussi ben ces trois tiges de camomille qui se croisent. Donc euh, donc voilà. Sinon au niveau livre. Là, c'est plutôt mes fiches de cours que j'ai au niveau des huiles essentielles sur la camomille romaine. Et dedans, au niveau des propriétés sur les corps énergétiques, on nous dit ben lâcher prise, faire confiance, combat la mauvaise humeur, harmonise le plexus solaire, libère des tensions physiques et psychiques, l'étreinte douce d'une grand-mère. J'aime beaucoup cette image aussi, même si pour moi c'est plus cette image d'étreinte douce d'une grand-mère, il est plus lié au tilleul, mais ça va aussi très bien pour la camomille. Et compréhension et digestion des traumas. Donc voilà, ça revient là, cette idée de digestion. Euh, et on a aussi là l'information comme quoi une onction avec l'huile essentielle de camomille romaine à l'état pur au niveau de la zone précéphalique, donc la zone de la nuque, peut, par exemple, en phase préopératoire, plonger le patient dans un état de détente aussi profond que celui obtenu par la pré-anesthésie clinique. Encore une fois, à ne pas tester comme ça si on connaît pas les huiles essentielles. Surtout que c'est une astéracée et que parfois les astéracées, on le sait pas, mais on peut être allergique, donc voilà. Mais c'est juste mm, pour montrer un peu, voilà, l'étendue des propriétés de cette plante et de son pouvoir calmant. Moi, je dirais pas sédatif vraiment, je crois. J'avais un collègue, euh, petit moment racontage de vie, mais j'avais un collègue qui se préparait toujours des tisanes le matin, et une fois j'ai vu que c'était en fait des tisanes de camomille, et je lui ai dit, mais en fait, ouais, toi, toi le matin tu te fais des camomilles, quand tous les autres ont un café, toi tu te fais des camomilles. Et il m'a dit: «Ouais, mais en fait, le café, ça m'excite beaucoup trop, et la camomille, ça m'endort pas, ça me calme juste assez pour pouvoir être concentré et bien travailler». Et j'ai beaucoup aimé, en fait, cette, explication, parce que c'est vraiment ça pour moi. Même si la camomille est assez souvent utilisée le soir avant de dormir, bien sûr, elle aide, en fait, à se poser et à pouvoir, entrer dans un état qui va favoriser le sommeil, mais elle va pas endormir, pas à une dose d'une tisane en tout cas. Après, si vous faites des tisanes hyper dosées, ce que j'ai fait des fois avant des moments où j'angoissais beaucoup, c'est assez, ça marche assez bien. On est très détendu après, mais bon, je ne recommande pas d'essayer non plus parce que voilà, tous les abus sont pas recommandables. Mais donc ouais.
Ça donne vraiment cette idée de camomille, de cet usage-là. Et sinon, au niveau du folklore, ah ouais, il y a aussi, dans un village juste pas loin de chez moi, on dit qu'il faut, pour que ce soit efficace, la tisane de camomille, on doit mettre dans l'eau chaude des fleurs en nombre impair. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. J'ai jamais testé. Je vais tester, moi. Je vais tester. Je vais faire l'expérience d'en mettre une fois impair et une fois pair comme nombre de fleurs. Et sinon, dans le Jura suisse, je sais pas du côté français, mais en tout cas dans le Jura suisse, on la surnomme herbe au buveur à cause en fait de son efficacité contre les malaises dus à l'alcool. Et je trouvais ça aussi sympa dans l'idée que, ah, je sais pas comment dire. Quand on tire le 3 d'épée, peut-être qu'on aurait tendance à avoir envie d'aller noyer son chagrin avec de l'alcool. Là, c'était vraiment pas du tout quelque chose qui était voulu, hein, dans le sens de la carte. Je l'ai juste lu en préparant les vidéos et je me dis, bah, en fait, oui, 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 je sais pas, ça a du sens, ça va bien avec. Et pour la lier à des éléments de chez vous, ben, tous les endroits où il y a de la camomille, je crois qu'il y en a quand même un peu partout. En général, c'est euh, oh, ouais, étage collinéen subalpin, ouais, c'est ça. Hum, Il y en a pas partout, mais il y en a quand même à beaucoup d'endroits, surtout dans les champs, les lieux incultes, un peu secs, les chemins. C'est une plante des chemins, quoi. Elle aime bien être là où il y a comment? On aime bien se faire piétiner un peu quand même, comme le plantain et toutes ces plantes. Donc on la trouve facilement. Et, euh, et voilà, même si on trouve pas forcément peut-être de légende ou de folklore à son sujet, ben elle a assez de propriétés médicinales, je pense aussi, pour inspirer. On passe au drac, le 4 d'épée, 4 d'épines dans le tarot de la fleur de fougère. J'avais envie ici de quelque chose qui soit de l'ordre d'idées Heu, mise en place d'une protection pour pouvoir se reposer. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber le sommeil ou le repos et j'ai hésité avec, la Chauge Vieille qui vient, plus tard dans cette suite-là aussi. Hem, pour moi, le drac allait mieux là, dans l'idée où le drac, c'est pas forcément, comment dire? Ah, attendez, je vais essayer de rassembler mes idées pour vous expliquer ça un peu comme il faut. Ouais, pour moi, l'idée de la chose vieille, c'est plus que c'est évitable comme malaise et comme angoisse si on arrive soi-même à maîtriser la peur. Et c'est... Alors oui, c'est un être... Ah, j'en parle après, avec la paralysie du sommeil et tout ça, donc j'en parlerai plus après. Mais du coup, le drac, on m'a dit oui, chez moi, le drac, c'est pas du tout un être lié aux chevaux. Eh ben, d'accord. Je sais qu'à pas mal d'endroits, le drac est pas forcément lié aux chevaux. Dans les sources que j'ai trouvées, si. Et justement, ils ont ce, cette habitude d'aller vers les chevaux dans les écuries la nuit et de tisser, de faire des petits nœuds dans les crins des chevaux pour s'en faire des étriers et chevaucher toute la nuit. Et même si ils aiment beaucoup les chevaux et que c'est très gentil, ben ils devraient laisser les chevaux aussi se reposer. Et voilà, c'est quelques protections qui sont à mettre en place par les propriétaires de chevaux pour éviter ça, dont justement la pierre trouée autour de l'encolure du cheval. Pas vraiment de comparaison avec le tarot Rider-Waite-Smith. J'avais laissé Vasilissa faire vraiment, je lui avais dit fais un... J'ai pas tellement d'images de référence en fait pour ce drac. Fais ce que t'as envie, fais un petit être, faut juste qu'il soit assez petit pour se faire des étriers dans les crins d'un cheval. Mais sinon, vas-y, fais ce que t'as envie. Et je le trouve très chou ce petit drac dans le fond. Et pour lier ça à des éléments de folklore, ben tout ce qui concerne les chevaux, il y a beaucoup de choses, je pense. Les protections, les moyens de protection mis en place justement pour se prémunir
des désagréments que peuvent amener certaines présences et les pierres trouvées aussi. C'est aussi un truc qui revient assez souvent, le pouvoir de certaines, le pouvoir des pierres qui ont justement ce trou naturel au milieu. Ensuite, le 5 d'épée, 5 d'épines, le pont du diable. Euh, pas beaucoup d'infos spéciales à vous donner avant de vous lire un deux passages du livre. L'idée était assez évidente aussi pour moi pour cette carte-là. Dans mon livre de contes et légendes de Fribourg, on a une version de cette légende du pont du diable. Après, c'est aussi encore là un motif qu'on retrouve vraiment, vraiment dans beaucoup d'endroits. Alors, la légende du pont du diable. Ce pont reliait la commune d'Avry-de-Vampont à la commune de Pont-la-Ville. C'était avant la mise en eau du barrage de Recense. Maintenant, ce pont est sous l'eau, sous 35 mètres d'eau. C'était un pont en pierre, un pont qui avait été construit dans les années 1200. Il était très étroit, mais c'était un pont carrossable fait en pierre de tuf. Ce pont avait remplacé un ancien pont de bois qui était emporté presque chaque année à la fonte des neiges par la Sarine. Et du coup, si vous avez bien compris, ce pont, il est plus, on peut plus le voir, sauf peut-être si on fait de la plongée. Ce serait trop bien, mais je pense pas que ça me motiverait quand même à faire de la plongée. Mais voilà, donc coup, il y a eu un barrage qui a été fait juste après cet endroit-là, et maintenant il y a un lac artificiel qui a recouvert cette ville et cet endroit où il y avait le pont, malheureusement. Mais la légende est restée. Les autorités communales de Pont-la-Ville et de Havry-devant-Pont discutaient depuis longtemps de la possibilité de faire un pont en dur, carrossable. Ces gens se sont rassemblés un soir, au lieu dit Anthusy, pour fixer l'emplacement de ce pont. On discutait le moyen de paiement et tout ce qui s'en suivait. À la tombée de la nuit, on n'avait pas réussi à s'entendre encore. Il y avait beaucoup de choses à discuter. On pensait remettre la chose à un petit peu plus tard, lorsque tout d'un coup, ils ont vu un éclair, une grande illumination, et un jeune homme s'est présenté à eux. Ce jeune homme vêtu, richement vêtu, était monté sur un superbe cheval noir. Il a dit: Écoutez, messieurs, j'ai entendu votre discussion. Je crois que vous avez des difficultés, de la peine à vous arranger pour construire ce pont. Je suis en mesure de vous le construire en un temps très court, mais à une condition. Ces gens étaient un peu épouvantés de voir ce grand seigneur devant eux. Ils ont discuté entre eux un petit moment. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait savoir les conditions. Pour finir, ce jeune homme leur dit: Écoutez, le premier être vivant qui traverse le pont, je l'attends à l'autre bout du pont et je l'emporte sur mon cheval. Vous ne le reverrez plus. C'est la seule condition. Je ne vous demande pas d'argent. Vous aurez votre pont demain matin, avant le chant du coq. Nos gens étaient peurés, mais ils ne voulaient pas laisser passer cette occasion. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'arranger pour lui donner un être vivant, le premier être vivant qui va s'aventurer sur le pont, et où va-t-on le trouver? Après avoir longuement discuté, un des conseillers dit: Écoutez, ce monsieur nous parle. Le monsieur était à l'écart, il n'entendait plus. Il nous parle d'un être vivant, mais ce n'est pas forcément un humain. Un être vivant, ça peut être une bête. Ils ont discuté entre eux. C'était possible, mais ils appréhendaient. Ils avaient un peu peur, ils ne savaient pas trop comment ils devaient s'y prendre. Et puis un a dit: On tente le coup, on essaye, tant pis. On veut pas laisser passer une occasion pareille s'il va nous faire un pont comme il le dit. Ils avaient pris ce monsieur pour un grand seigneur, un grand entrepreneur. Ils ne s'étaient pas méfiés, du coup, de qui il était. Alors, après maintes discussions, ils ont décidé d'attraper des souris et de prendre un matou. Les gens de Pont-la-Ville disaient: Chez nous, il y a beaucoup de souris ces temps. On est en train de faire la chasse aux souris, on essaye d'attraper des souris cette nuit et demain matin, on arrivera ici avant le chant du coq avec nos souris et un matou. On va lâcher ces souris sur le pont, et puis après le matou, ce sera le premier après le matou, ce sera le premier être vivant qui passera. Ils étaient enchantés, tous enchantés. Ils ont dit: C'est formidable, on n'aurait pas pensé à ça. Ils ont félicité. Ils l'ont félicité. Le lendemain matin, avant le chant du coq, nos gens étaient de nouveau tous sur place. Il n'y avait personne. Ils ne voyaient pas le jeune homme, rien du tout. Au bout d'un moment, de nouveau un éclair, et le type et le cheval étaient à l'autre bout du pont. Le cheval planté avec son cheval dessus qui attendait sa paye. Nos gens ont lâché leurs souris avec le matou après. Les souris ont traversé le pont avec le matou derrière. Notre jeune homme, à l'autre bout du pont, quand il a vu arriver ses souris, il a vu qu'il était dupé.
Ils ont alors entendu un monstre coup de tonnerre, et une partie de la falaise du rocher s'est écroulée. Le jeune homme pensait écrouler le pont avec ce rocher, un rocher qui faisait peut-être 50-60 mètres cubes. Le rocher a juste dévié du pont, et il est resté planté au milieu de la Sarine. La Sarine, c'est le nom de la rivière. C'est la raison pour laquelle il y a un bloc de rocher à côté du pont, au milieu de la Sarine. Mais ce pont, on avait beaucoup d'imagination, et les gens étaient, je pense, assez peureux. On n'osait même plus le passer la nuit, et je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, j'ai dû, avec mes frères, accompagner des personnes qui allaient le soir jusqu'à Trévaux. Ils n'osaient pas passer le pont. Je me rappelle qu'une fois, on avait été accompagner 2 femmes jusque de l'autre côté, jusqu'à l'autre bout du pont. C'étaient des amies de ma mère. Ma mère était une papo de Trévaux, et elles étaient venues voir ma mère. Elles n'osaient vraiment pas repasser ce pont. On avait été les accompagner. Et mon père, donc ma mère venait de Trévaux, mon père, quand il allait courtiser sa fiancée à Trévaux, en rentrant, il passait sur le pont. Et c'était souvent après minuit, je pense. Ils allaient à pied. Il nous disait, je suis passé sur le pont, mais j'ai rencontré toujours ce même chien noir au milieu du pont. Les gens se faisaient des idées que si on passait après minuit, on rencontrait un chien noir. Il y avait beaucoup de passants qui prétendaient avoir vu ce chien noir sur le pont. C'était le diable. Comment il faut vous dire ça? Qui se manifestait de cette manière, parce qu'il avait été dupé par les gens du coin. Voilà. Bah moi j'aime beaucoup cette histoire. Et du coup, ouais, effectivement, on a plein d'éléments là-dedans, hein. Le chant du coq qui est un élément apotropaïque, donc il faut fuir le démon, enfin voilà, énormément de choses à analyser, mais on a toujours un peu les mêmes éléments qui reviennent dans ces contes, avec une personne qui arrive, qui dit «Moi je peux vous le construire en une nuit», et les villageois qui après doivent mettre des choses en place pour essayer de 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 le mettre en échec et de ne pas avoir besoin de lui donner ce qu'il demande. J'ai aussi une autre histoire avec un pacte avec le diable ici. Ça s'est passé il y a très longtemps, à l'autre siècle, à la fin du siècle précédent, du XVIIIe. Vous savez que dans ces temps-là, les fermes n'étaient pas assurées, il n'y avait pas l'assurance obligatoire des maisons des fermes. Un été, la foudre est tombée sur une ferme et la grange a été complètement détruite. Le paysan, un pauvre diable qui avait du mal à nouer les 2 bouts, se trouvait très embarrassé. Il dit: Bah, je ne peux pas bâtir, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me faut pourtant rentrer mon fourrage. Et tout d'un coup, le diable s'est trouvé là, en présence. Un personnage étrange, soi-disant le diable. Il dit: Écoute, je vais remédier à cette situation. Je vais bâtir ta ferme, mais à une condition. Si au premier chant du coq, encore une fois, le coq, ta grange est levée, fini, je veux ton âme. Écris-moi que tu es d'accord avec ton sang. Il s'est fait une petite griffure, il a écrit sur un papier un peu roussi que si au premier chant du coq, sa ferme était terminée, le diable prendrait son âme. Le gaillard, bien sûr, n'a rien dit à sa femme, il a fait ça en cachette. Il était mal dans sa peau, comme on dit. Il fallait rebâtir, il avait pas d'argent. Un beau soir, ma foi, le diable est arrivé avec ses ouvriers. Ça tapait, ça jurait. La femme, tout apeurée quand elle a vu ça, a dit: Mais qu'est-ce que c'est ça pour une affaire? Le mari a dû tout lui avouer. Écoute, tu vois, j'étais dans une triste situation. J'ai fait un pacte avec le diable. Je lui ai promis mon âme si, au premier chant du coq, ma grange était bâtie. La femme dit: Tu as osé faire ça? Tu as osé? Oui, bien sûr, ben j'étais acculée. J'ai pensé à vous, j'ai pensé aux enfants. Désolée, je suis obligée de rire. Mais ça c'est les hommes, hein. Non, 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 pas forcément. Je vais être accusée de sexisme. Je pense pas de toute façon qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont écouter le podcast, donc enfin la vidéo, donc je risque pas grand chose. Mais ça fait très le mari qui cherche des excuses et puis qui dit ah mais moi j'ai fait ça pour vous, c'était pas pour moi du tout. Puis la femme, vous savez, les femmes sont toujours très rusées. Alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le livre, hein. À 2 heures du matin, elle a commencé à regarder. Mais ça avait bien avancé, il n'y avait plus qu'un pan de toit à couvrir. La femme rusée dit: Attends seulement. Elle a allumé une lanterne, elle a été éclairer le poulailler. Ah, ma foi, avec cette belle lumière-là, tout d'un coup, le coq s'est mis à chanter. Le diable, furieux, a dû partir en tempêtant, en reconnaissant qu'il avait été roulé. Le diable a dû partir et le pan de toit qui restait, c'est le paysan lui-même qui a dû le couvrir. Mais à peu près chaque année, par un coup de vent, ce même coin de toit s'était enlevé. Ça a duré quelques années. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on me l'a raconté comme ça et je vous la raconte comme je la sais. C'est mon papa qui me l'avait raconté et il insistait surtout sur le fait que le diable avait dit: Tu as signé un papier avec ton sang. Vous voyez comment les choses se passent.
Voilà, donc ça aussi, ben, c'est pas tout à fait une légende de Pont du Diable, mais c'est la même idée. C'est aussi le diable qui vient aider à construire quelqu'un qui est en difficulté, qui accepte de lui donner son âme en échange de ses services. J'avais noté encore un truc dans le livre que je vous ai montré avant aussi de Aurélie Russer-Elzingre. Elle parle de un homme défie le diable en construisant sa maison sur son territoire. Celui-ci accepte en échange de la moitié de ses récoltes. L'homme rusé lui promet tout ce qui poussera sur la terre, et pour lui-même tout ce qui poussera sous la terre. Bien évidemment, il ne plante cette année-là que des légumes racines. Le diable est furieux et réclame sa part. L'homme lui promet que l'année d'après, il aura tout ce qui pousse sous terre, et il ne plante que des céréales. Le diable, vexé, saute dans le Doubs. Le Doubs, c'est une rivière. Donc voilà, aussi une histoire où il y a un pacte avec le diable et le diable se fait avoir. Et donc voilà, on a ce diable qui a ce rôle de tentateur et qui vient essayer de tenter les gens. Et les gens qui au début se font avoir, puis arrivent à s'en sortir en étant plus malin que lui. Et dans ce que j'ai lu, c'est vrai que ça m'a marqué, mais le on dit que les paysans, les gens de nos contrées, en vrai, plus que vouer un culte à Dieu, c'était plus un culte de la peur du diable, hein. Donc c'était plus on a peur de ce qui va se passer si le diable arrive, hein, plutôt que on va prier Dieu pour avoir des bonnes choses. Après j'y étais pas donc je sais pas, mais vu la fréquence à laquelle le diable ressort dans les histoires, je trouvais que c'était assez juste. C'était Cérézole, je crois qu'il le dit dans son livre sur les contes et légendes des Alpes vaudoises. Donc voilà, beaucoup de choses à trouver hein, au final pour cette carte. Tout ce qui concerne le diable des campagnes qui vient jouer des tours, les ponts de façon générale aussi. Juste les ponts, hein, même sans légende de diable, ça peut très bien aller. Et tous ces genres de légendes là. Ensuite, le 6 d'épée, 6 d'épine, qui est donc la coque de noix dans le tarot de la fleur de fougère. Ici, c'était assez difficile en vrai de trouver quelque chose qui allait avec cette carte, même si les cartes se ressemblent au final avec cette embarcation sur l'eau. Trouver quelque chose qui allait avec cette idée-là, ça a été assez compliqué. Mais j'ai finalement trouvé, encore une fois, dans ce livre-là de Richard Ali, n'est-ce pas? Une info, je vous montre l'image en fait. Elle est horrible, je n'aime pas du tout. Mais elle a été bien inspirante quand même pour cette carte. Et le texte nous dit chez les fées, les coques de noix font souvent office de petits lits, d'embarcations voguant sur les eaux ou de mignonnes boîtes à couture d'où elles extirpent des fils d'or et des perles. Donc ça allait assez bien avec cette image-là. Et la noix en plus, après coup, je me suis dit, c'est vrai que le noyer, alors il est pas toxique en soi, hein, mais il empêche les autres plantes de grandir autour de lui, je sais plus dans quel périmètre, à cause de la juglone, qui est une substance toxique quand même qui génère, et ça fait que bien souvent, au pied des noyers, ben on a de l'herbe quoi, mais il n'y a pas grand chose au niveau plante qui arrive à pousser tout près d'un noyer. Et ben, dans l'idée de cette carte, on dit quand même, ben voilà, aller, il y a cette idée d'aller voir un peu ailleurs. Et je me dis, ben voilà, aller voir ailleurs si plus rien ne peut pousser près du noyer, et ben c'est le moment d'aller voir si on peut faire quelque chose de mieux ailleurs, quoi. Et je trouvais assez cool. Ah, je voulais vous montrer une carte en plus. Euh, ben dans cet ordre d'idée là, justement, avec avec le noyer qui empêche de faire pousser. D'utiliser en fait ce qui fait qu'on peut pas faire quelque chose là comme moteur pour se déplacer et partir ailleurs quoi. Et effectivement là on a ce ordre d'idée là et dans le Blood Moon Tarot on a aussi une carte je trouve
C'est pas avec un arbre, c'est pas avec de la juglogne ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai été pas mal influencée par cette carte. Je vais juste essayer de la trouver, parce qu'on y voit une personne, enfin, on voit des grandes mains qui tiennent une personne qui pleure et qui pleure beaucoup. Et je trouve qu'elle pleure tellement qu'on pourrait se dire que, en fait, toutes ces larmes vont être le chemin qui va être ensuite dessiné pour qu'elle puisse partir plus loin. Après, voilà, c'est vraiment mon interprétation. Je ne pense même pas que l'auteur avait mis ça dans le livret, mais c'est une image qui m'a beaucoup inspirée indirectement, même si c'est pas du tout la même chose que sur la carte qu'on a là dans le tarot de la fleur de fougère. Bien sûr, ça doit être la dernière carte du deck, je pense. C'était l'avant-dernière. Je me suis quand même fait cette anti-carte avant de la trouver, qui est là. Et ouais, je sais pas. Le... Enfin, si, je sais. Mais je viens d'expliquer, donc je pense que c'était assez clair, donc je vais pas réessayer d'expliquer. C'était déjà assez galère à expliquer. Et pour lier ça à des choses du folklore de chez vous, ben le noyer quoi. Le noyer en soi, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les contes. Il est assez lié aux sorcières quand même aussi, justement avec sa réputation un peu. On dit qu'il faut absolument pas dormir sous un noyer parce que on pourrait mourir ou se faire prendre par les sorcières. Donc il y a quand même deux trois trucs avec cet arbre à trouver. Alors on va faire encore le 8 d'épée, 8 d'épines, le voleur d'escargot dans cette vidéo et après je pense que la suite sera dans la vidéo suivante. Cette carte-là, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment énormément dans les contes et légendes de Fribourg de légendes à propos de ces prières pour faire rester un voleur coincé à un endroit. Et, euh, et ouais, ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais lu ça. Donc ici, on a un niveau comparaison. Ben, on a deux personnes qui sont en train de voler et qui sont dans une situation un peu compliquée. Lui avec ses épées qui commence à tomber. Et l'autre, il a quelques escargots qui lui montent dessus, mais c'est surtout parce il est paralysé par le sort qui lui a été jeté. Dans justement le livre Contes et légendes de Fribourg, il y a un conte qui s'appelle Le voleur d'escargots. C'est justement la légende principale que j'ai utilisée pour cette carte. Le voleur d'escargots. Ça s'est passé ici dans la région de Montbovon, au-delà de la Sarine, là-bas à un endroit que l'on appelle le Delévet. Il y avait un garçon qui allait aux escargots, comme ça se faisait de notre temps. On mettait les escargots dans un parc assez grand, et quand les marchands venaient, on prenait les escargots, on les mettait dans un sac, et on allait les vendre aux marchands. Des fois, ça allait peut-être 15 jours ou un mois avant que le marchand ne revienne. On mettait les escargots là, dans le parc, en attendant. Ce garçon avait remarqué que les escargots disparaissaient, qu'il y avait un voleur qui trouvait que c'était plus pratique de venir prendre des escargots là dans le parc que d'aller les chercher dans le pâturage. Alors l'oncle de ce garçon, qui était un petit peu sorcier, et qui avait le don d'enfermer les gens dans un cercle, lui a dit: T'en fais pas, je veux déjà le faire arrêter. Il a fait 3 fois le tour du parc, je ne sais pas en disant quelle prière de sorcellerie, ça je ne le connais pas, et ils sont partis. Ils ont laissé les escargots tels qu'ils étaient. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, ils sont allés voir, et le voleur était là. Il était au milieu des escargots. Il y en avait même jusque dans sa barbe. Alors l'oncle a défait son sortilège et il a pu partir, mais avec la promesse de ne jamais revenir. Il a été guéri, je pense, pour le reste de sa vie. Voilà l'histoire de l'envoûtement. C'était un envoûtement. Je ne peux pas vous le dire, je ne connais pas le secret. Donc, ça c'était vraiment la légende principale par rapport à ce voleur d'escargots. Et après, ben comme je disais, il y a toujours plein d'autres histoires qui sont dérivées de ces voleurs et de comment est-ce qu'on les attrape. Je vais juste reprendre le livre pour vous lire la suite. Alors, ça s'appelle Magie Noire.
Voici une histoire qui confine un peu à la magie noire, ou presque noire. Elle a été vécue par mon grand-père il y a environ 80 ans, sachant que le livre il a déjà environ 40 ans, hein. Mon grand-père était maréchal ferrant. Dans les forges, il se racontait toujours beaucoup d'histoires. C'était des lieux où les gens se réunissaient, où on racontait un petit peu comme dans les cafés. Or, il y avait un café en face de la forge de mon grand-père, et un soir, une sommelière est arrivée, épouvantée au café en disant: On vient de me voler mon collier. Mon grand-père avait un ouvrier maréchal qui lui avait fait: On t'a volé ton collier? Rien de plus simple. On va le faire revenir. Il a sorti de sa poche une petite statuette en cire. Il a pris une épingle et il a commencé à enfoncer cette épingle dans cette statuette. Et il a dit: Quand l'épingle sera enfoncée, le voleur sera là. Mais comme il y a des chances qu'il y a une demi-heure qu'il a volé ton collier, il ne faut pas presser trop vite, parce qu'il pourrait s'enfoncer de fatigue, parce qu'il doit arriver en fonction du temps pendant lequel j'enfonce l'aiguille. Et l'aiguille qu'il enfonçait de temps en temps. Il dit: Je crois que c'est bon. Il ne faut pas que le voleur ait traversé de l'eau à gué. Hmm, je sais pas, peut-être que c'est parce qu'il a troué le... Il est en train de trouer le voleur, du coup il faut pas qu'il traverse l'eau pour pas qu'il prenne l'eau? Je ne sais pas ce que veut dire cette phrase. Sinon, l'effet de son secret ou de sa magie n'était plus valable. Ah non, en fait, pas du tout. Mon interprétation était toute pétée. C'est juste qu'en général, on dit que quand on traverse un cours d'eau, ça défait un sort. J'imagine que c'est pour ça. Euh, L'aiguille était presque entièrement enfoncée et ils ont vu arriver un homme qu'ils ne connaissaient pas. Il a déposé le collier sur la table et est reparti sans dire un mot. On était tellement étonnés dans le café que personne n'a osé dire un seul mot de plus. Ce domestique, c'est-à-dire cet ouvrier forgeron, allait des fois aider à tanner des ciernes. Les ciernes, ce sont des marais qu'on fauche une fois par an. Le soir, évidemment, on rentrait les outils, on faisait attention à ne pas trop les exposer aux voleurs. Mais ce domestique disait: Aucune importance. On mettait alors les outils par terre, et il faisait le tour des outils en récitant Dieu sait quelle incantation, et il disait: Si quelqu'un vient prendre un de ces outils, il ne pourra pas partir. Il sera là, et si le soleil brille sur lui, il sera mort. Donc on a à nouveau l'idée de si on arrive après le lever du soleil, ben la personne meurt. Il faudrait donc que nous venions voir sur place avant le lever du soleil. Le matin, quand ils sont arrivés, il y avait effectivement une personne prise dans son cercle ensorcelé. Cette personne ne voulait pas prendre un outil. Elle avait simplement déplacé un râteau pour passer, et elle s'était fait prendre au piège. Est-ce que c'était vrai ou pas? Mon grand-père prétendait que c'était vrai, et comme il était bon chrétien, il a donné congé à cet ouvrier. Il ne voulait pas qu'il reste dans sa forge parce qu'il avait eu peur. Il avait le sentiment d'avoir affaire à un sorcier. Et j'en avais noté encore un, j'en ai noté encore deux, parce que j'aime bien cette histoire-là. On verra si ça prend trop de temps ou pas. Le voleur cloué sur place. Une autre histoire tout à fait véridique. Un paysan, en fin d'automne, avait un peu de froment. Il avait été au battoir et il réduisait son froment. Il le réduisait chez lui, dans une arche, en haut du Galta. Le Galta, c'est le grenier. Je sais pas si ça se dit aussi chez vous, mais... Quelques jours après, il monte au grenier, vers son arche. Mais mon blé diminue, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Il a demandé à sa femme si elle avait été en prendre. Mais non, j'ai rien pris, j'ai rien été chercher, on a des grains en bas, ça me suffit. Celui qui était en haut, c'était le bon grain, prêt pour le moulin. Il y est retourné 2 ou 3 jours après, et ça avait de nouveau diminué. Mais alors cette fois vraiment, il y a quelqu'un qui vient pendant la nuit, qui vient nous ramasser notre graine. Il est allé alors chez un de ceux-là qui détenait un grimoire. Il a expliqué le cas. Il a dit: Écoute, il te faut me faire quelque chose, mon blé disparaît dans cette arche-là, et je ne sais pas qui c'est, je ne peux rien voir. Il lui a répondu: Eh bien écoute mon cher, demain matin, je sais qu'il va venir. Laisse-moi un moment. Et il est parti faire sa prière, son commerce, et quand il est revenu, il a dit: Eh bien, écoute, demain matin, il te faut aller de bonne heure. Encore une fois. Pour aller à Sgalta, il lui fallait monter une échelle pour arriver là-haut. Il pouvait y aller depuis l'appartement, mais il pouvait aussi y aller depuis dehors. Il lui a dit: Tu te lèveras de bonne heure et tu surveilleras. C'est ce que le paysan a fait. Le matin, de très bonne heure, il s'est levé. Il s'est dirigé du côté de l'échelle et il a passé au Galta.
Bel et bien, il y avait un type qui était à moitié à échelle, hein. À moitié sur l'échelle, j'imagine, il manque un mot, qui ne pouvait plus ni en avant ni en arrière, son sac de blé sur l'épaule, comme bloqué là, comme cloué. Il ne pouvait plus bouger jusqu'à ce que le paysan arrive. Mais il fallait que le paysan arrive avant le lever du soleil, sinon il n'y arrivait pas, il séchait sur place. L'homme séchait sur place avec son sac de grains sur l'épaule, mais le paysan est arrivé et lui a dit: Ah, et ben maintenant, je sais qui vient prendre mon grain dans l'arche. Il a été délivré, il a vidé son sac, et puis après, ma foi, ils se sont arrangés, comment, je ne sais pas, mais c'est de cette manière-là qu'il a été pris. Voilà ce que j'ai vécu, ce que je peux dire sincèrement de ce qui s'est passé. Celle-ci, je l'ai entendue raconter par la maman, et puis par la parenté, les sœurs de la maman m'ont toutes raconté la même chose, exactement le même procédé. Et sinon, on a aussi, ouais, après c'est la même chose, prière pour faire rester les gens sur place. Il y a pas longtemps, en plus, j'ai lu un livre de Claude Lecouteux, dans son livre, ouais, c'est son livre sur les formules magiques. Et dedans, je pense qu'il y a un cinquième, je pense un cinquième, des formules qui sont justement pour qu'un voleur revienne, attraper un voleur, faire rester un voleur sur place. Et il y en avait une où les mots à dire pour paralyser un voleur, il faut dire Dasala Maruka Fika. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'était pour lier un voleur juste avant la Saint-Jean. Il fallait arracher la racine d'une Cyrsum heterophyllum maculé, une plante de la famille des composés. Alors les composés maintenant ça s'appelle les astéracées. Et je pense que la plante c'est le Circe à feuilles variables. Et il fallait réciter en même temps ces mots 3 fois, donc ce que je viens de dire avant. Et après on met un shilling d'argent là où était la racine et on couvre le trou. Si on cache cette racine parmi les choses que l'on craint d'être volées, le larron ne peut se mouvoir avant que le possesseur ne vienne et ne le laisse aller en silence. Donc voilà, aussi une piste à explorer si jamais vous avez le bouquin. Il y a vraiment une pétée de sorts qui sont donnés par rapport à ça. Et pour lier ça à cette carte à du folklore de chez vous, je ne sais pas si ailleurs on retrouve autant de, de, de contes et légendes là-dessus. Après, vu le bouquin de Le Couteux et vu vraiment toutes les formules qu'il y a avec ça, je pense quand même, hein. Mais sinon, ben, les escargots, les histoires avec les voleurs, tout ce qui mentionne aussi que quelque chose prend fin avec le lever du soleil, hein, des sorts qui sont jetés et qui prennent fin, ouais, quand le soleil se lève, hein, ça peut être une idée. Ah, en vrai, j'avais dit qu'on s'arrêtait là. Je vais pas commencer la chose vieille maintenant, en fait, parce que je pense qu'elle va prendre du temps. Du coup, on va garder ça pour la vidéo suivante. Donc, à bientôt pour la suite.